70 ans, jour pour jour, la France mettait fin à l'esclavage dans ses colonies françaises. Ce sont des millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont été arrachés à l'Afrique pour travailler dans des plantations en Amérique et aux Antilles. Beaucoup ont embarqué sur des bateaux négriers d'un des plus grands ports de traite à Ouidah, dans l'actuel Bénin. Le pays, berceau de la religion vaudou, apporte aujourd'hui sa contribution à la mémoire de l'esclavage. Voyez ce reportage de notre correspondante Emmanuelle Sodji. Sur ce chemin, des centaines de milliers d'Africains enchaînés ont marché péniblement jusqu'à cette plage de la côte du Bénin, à Ouidah. Les esclaves, avant de traverser l'océan Atlantique, étaient obligés de faire le tour de l'arbre de l'oubli, symbolisé par ce monument. C'était donc pour les faire devenir comme des êtres amnésiques, leur faire le lavage mental, pour que durant tout le long trajet, qu'ils soient dociles dans les navires. Mais il y a aussi une autre histoire, méconnue, celle d'adeptes du vaudou qui ont réussi à briser leur chaîne grâce à une divinité de la résistance à l'esclavage, Orisha, Chango ou Ervieso, en langue locale. Un adepte a réussi à arracher cette chaîne aux négriers qui allaient de village en village et qui capturaient des gens. Depuis sa découverte de l'origine des chaînes, cet initié, chercheur en histoire des cultures du Bénin, a persuadé les anciens de révéler les secrets racontant l'histoire cachée de l'esclavage. Nous leur avons expliqué que si nous continuons de cacher ces patrimoines, c'est comme nous sommes en train de faire perdre le chemin du retour aux afro-descendants qui ont forcément besoin de ces récits, de ces histoires pour mieux se situer. Le chef des cultes animistes de la vallée de l'Ouémé, à l'est du Bénin, fait partie de ceux dont la parole s'est libérée. Il nous explique qu'une portion de la mémoire est imprimée sur le corps des adeptes. Les 3 premières rangées des scarifications que vous voyez correspondent au nom des adeptes et à des chefs de culte déportés par l'esclavage. Bernard Copé et son groupe de chercheurs ont publié une première base de données grâce aux informations recueillies dans le milieu vaudou. Plus de 6000 esclaves déportés ont déjà été identifiés. Quand des afro-descendants vont consulter cette base, ils peuvent facilement faire recours à leur origine africaine. Si, pour ceux qui auront la chance de retrouver le nom de leur ancêtre dans cette base de données. La collecte auprès des anciens se poursuivra au Bénin et chez les voisins togolais et nigérians, rapidement, car les plus jeunes initiés n'ont plus de marque traditionnelle sur leur corps. À la mort d'un vieil initié, c'est une mémoire qui s'efface. Je suis Missika Jean-Hude, doctorant en sociolinguistique et ethnolinguistique à l'université Abomey-Calabar. Je suis en train de travailler sur les idéogrammes et les pictogrammes, ainsi que les objets et instruments inventés par les peuples d'Afrique. Alors, et pourquoi nous allons parler de la traite négrière maintenant? Oui. Pendant la traite négrière, les adeptes de vaudou ont été déportés au Brésil et au pays. Oui. Est-ce qu'une fois là-bas, ils ont perpétué cette tradition? En Haïti, oui. Au Brésil, j'en sais très peu parce qu'il ne faut pas dire ce que vous connaissez de moins. Mais au Cuba, oui. Mais ils n'ont pas été à la hauteur d'organiser des cérémonies de scarification. Mais ils ont essayé de garder le nom, par exemple, de leur couvent, le nom de leur origine. Ils ont reporté le nom qu'ils portaient, ils ont reporté ces noms sur d'autres descendants, même si la christianisation ou l'évangélisation ou l'Église catholique les a forcés à adhérer à une nouvelle religion, à une nouvelle croyance, et les obligeant à faire des baptêmes. Ces adeptes ont gardé leur nom, parce qu'à un moment donné, il y a eu les abolitions. Il y a eu les affranchissements, et lors des affranchissements, on a permis aux adeptes de choisir leur nom. C'est comme si vous allez aujourd'hui en Guadeloupe, vous allez tomber sur des noms comme Dahomey, quelqu'un a porté. Et au cours de nos enquêtes qui ont permis d'accoucher par écrit la base de données des Dahomey mises en esclavage, laquelle a fait objet d'interviews par France 24 et dont nous parlons également aujourd'hui, nous avons remarqué qu'il y a des noms qui sont retrouvés ici et ces noms ont été retrouvés de l'autre côté. Donc, dans nos bases de données,
on a des noms de nos bases de données, mais qui se retrouvent de l'autre côté des Atlantiques. Et aujourd'hui, ça permet à certaines familles de faire la liaison, c'est-à-dire entre leur origine africaine et leur origine européenne ou peut-être des îles ou caribéennes. D'accord? Donc on a de ces noms. Il est vrai que certains veulent revenir, mais ils s'organisent avec leur famille pour faire une descente de recherche et de confirmation, de certification de leur identité africaine. Donc les esclaves déportés ont bien ramené avec eux leur culture, leur médecine, leur manière de vivre, leur méthode de l'art culinaire, mode d'habillement, les tresses et consorts, tout ce qui se faisait dans les couvents, ils ont tout ramené. Même dans les Caraïbes, il y a des coiffures qui servent à indiquer la position de maître entre esclaves. C'est-à-dire, si le maître est en colère contre toi, une femme esclave peut déjà effectuer une sorte de tresse, une forme de tresse peut effectuer, c'est-à-dire, si le maître d'une habitation est contre un esclave, d'accord, et que cet esclave est de même région qu'une femme qui est servante sur l'habitation, alors cette servante peut faire une tresse pour indiquer la position du maître à l'autre esclave, c'est-à-dire l'esclave qui est en faillite ou qui est en défaut vis-à-vis du maître. Donc ils ont exploité tout ça, arrivé là-bas. Et vous avez des exemples de... Voilà, donc au niveau des registres, par exemple, si nous prenons ce registre que nous avons bien sûr, d'accord, c'est récemment, nous l'avons enregistré, ce registre, d'accord, c'est récemment, nous l'avons enregistré, et voilà. C'est un registre que nous avons rempli au cours de nos enquêtes, et par exemple, c'est celle qui est venue chercher ce registre, elle est d'origine haïtienne, d'accord? Et son ancêtre qui a été déporté a pour nom Koti, d'accord? Koti à Honda, et il est Tosono. Il a été déporté où? Il a été déporté dans l'Est Badagry. Alors Badagry n'était pas dans le Bénin, mais c'est une zone Yoruba. Oui. D'accord? D'accord? Et puis il est Tosono, donc ils sont les Ayator. Et il est forgeron, celui qui a été déporté. Et on les loue par exemple à Grand Mouton. Dodo nous Vodou Bekiro, Boyisero. Et ils sont aujourd'hui, ce Badagry, aujourd'hui se retrouve dans le territoire de Porto-Novo. Surtout Porto-Novo était la zone Goum, et cela allait jusqu'à Badagry. D'accord, mais c'est plus tard, on a le Porto-Novo, parce que Porto-Novo a été une ancienne ville comptoir. Je ne sais pas si les autres historiens pourront le dire comme nous le disons ici. Voilà, donc celui qui nous a fait cette déclaration a pour nom Kojo Kwekou. Kojo Kwekou, c'est adepte de divinité. Donc c'est lui qui nous a fait cette déclaration. Et nous sommes en contact aujourd'hui avec cette fille qui est descendante d'esclaves, de déportés africains, et qui a connu ses origines grâce à notre base de données. Voilà, donc le registre est signé, notre association a signé, et puis le président du comité des cultes endogènes de la vallée d'Ardogon a indiqué qu'il nous a permis d'accéder à cette source d'histoire. Il a signé il a certifié avoir reçu la déclaration de cet ancêtre, et le déclarant aussi Kodo Kwekou Akinandien, lui aussi il a signé, il a reconnu, il a dit ça. Donc nous avons de ces noms. C'est vrai, tout n'est pas rempli, la base de données en ligne, c'est consultable sur le site www.symboleamitié.com. Et ce registre est intitulé Registre d'état d'arrachement et d'actes de déclaration des ancêtres arrachés dans les cultures Adjata et Oyo, soit Bénin, Togo, Nigeria. Voilà le registre. Bon, jusque-là, il y a combien d'autres de cette fille-là? Il y a eu d'autres? Il y a par exemple Alès Brambou, qui est docteur orologue, je crois bien, qui a sa famille en Martinique, qui a retrouvé également le nom de son ancêtre dans notre base de données.
Mais sauf que lui n'a pas encore effectué son retour vers le bercail. On attend qu'il s'organise. C'est affaire de moyens. Ouais. Maintenant, si vous suivez, est-ce que c'est seulement à partir des noms des esclaves que ces afro-descendants, on peut retrouver leurs origines, ou bien il y a encore d'autres éléments? Parce que nous sommes en train de parler de scarification ici. En dehors des scarifications, il y a le fa, le joto par exemple. Il y a le joto, il y a le fa, il y a le joto. C'est-à-dire l'ancêtre réincarné par un nouveau-né ou toute personne vivante. Il y a ça. Alors c'est vrai qu'avec le joto, on ne peut pas connaître directement le nom de l'ancêtre, mais le fa peut situer le clan natif de l'ancêtre déporté dont vous êtes le représentant. Mais ça dépend de celui qui consulte, parce qu'il y a le fa, dans le fa, il y a le fa, il y a le azé. Azé, c'est la voyance, c'est une consultation partant des signes qui indiquent la religion de l'ancêtre déporté, d'accord, son palégique clanique, et peut-être son comportement dans la société et les conditions dans lesquelles cet ancêtre a été déporté. Puisque tous ceux-là, en tant qu'ancêtres, en tant qu'Africains, ils ont été initiés au fa. D'accord? Ils ont un signe qui venait avant de partir. Voilà. Est-ce que les descendants peuvent retrouver leur origine à partir de ces signes imprimés sur le corps de leurs ancêtres, à partir des récits racontés à propos de ces signes? Mais justement, nous venons d'en parler, c'est facile pour les afro-descendants et d'abord il y en a qui consultent la base de données. Nous avons eu à faire nous avons remonté les recherches entre notre base de données et d'autres bases de données. Et cette base de données a fait objet de plusieurs débats, de plusieurs conférences et colloques à l'extérieur, aux USA comme en France et comme dans les Caraïbes. Donc, nous sommes en train de faire des croisements pour permettre aux afro-descendants de s'en sortir. Et c'est comme le cas de ce livre, par exemple, une lecture du registre matricule des esclaves par la tradition ancestrale africaine. D'accord? Alors ce registre dont on parle, c'est un registre extrait des actes notariaux de la Martinique, d'une habitation que nous avons choisie et puis on a eu à faire des croisements. Et que c'est quelle ça l'année? Mais quand vous consultez, vous lisez, nous avons tout décrit, on a des noms dedans, et les noms qui se retrouvent dans notre base de données, qui se trouvent de l'autre côté, tout est dedans dans ce document. Donc c'est un document qui est vendu en ligne sur le site Amazon, que vous pouvez acheter en ligne, vous n'avez pas besoin de vous déplacer forcément. Vous avez publié avec votre équipe de chercheurs une première base de données à partir des informations recueillies dans le milieu connu. Alors, parlez-nous un peu de cette base. La base de données des Taouis mises en esclavage est une base de données de 6775 noms de déportés africains. D'accord? Et dans cette base, qu'est-ce que nous avons fait? D'abord, on a choisi de faire confiance à nos traditions. Et nous avons donné totalement une entière confiance aux détenteurs de savoirs endogènes, c'est-à-dire aux chefs de culte. On a tout fait pour mériter leur confiance. On leur a expliqué qu'il n'est pas question de trahir les secrets de la tradition, mais ils ne peuvent non plus détenir cette connaissance sur eux jusqu'à leur mort parce que les adeptes ayant des certifications sur leur corps sont en train de partir tous. Donc il faudrait qu'ils livrent, qu'ils acceptent de livrer une partie de ces savoirs. Alors ce qui a été fait, ils ont accepté. Et puis, nous consultons les adeptes au cours des activités culturelles. On va jusqu'à rentrer dans les pouvoirs. Donc quand les adeptes sont en transe, par le biais des chefs de culte, on leur dit mais il faudrait nous aider à décompter le nom des personnes imprimées sur le corps de tel adepte qui est en transe. C'est vrai, c'est difficile. Ce n'est pas permis à tout le monde. Mais puisque nous sommes là en tant que chercheurs, nous sommes partis pour faire pousser la tradition par l'oralité. Donc nous sommes là avec des questionnaires. D'accord? Et puis nous posons des questions, on répond. Des questions telles que la fonction de l'ancêtre dans la société. Dans quelle guerre à laquelle guerre a-t-il participé avant d'être déporté? Si c'est la guerre du chef canton contre le chef canton Akaba, si c'est contre Ouibadiak, si c'est contre le chef canton Guézo, si c'est contre le chef canton Bianzé, ou si c'est contre le chef canton Guélé, ou Tosso Agadia en l'occurrence. Ou Tosso Agadia par exemple. Donc quand on dit tel ancêtre, il a été tué, exécuté, bon, ils n'ont pas l'habitude de nous dire qu'il a été exécuté, mais on nous dit
il a rejoint les ancêtres, c'est-à-dire pour dire il est parti dans l'au-delà. Alors, on dit, il a succombé, il a dû partir chez ses ancêtres, il a été accueilli par ses ancêtres au cours de telle bataille avec tel roi, d'accord, ou avec tel chef canton. Donc, on mentionne automatiquement que tel ancêtre a été déporté au cours de telle bataille contre tel chef canton que certains appellent aujourd'hui des rois, notamment les rois d'Abomey, parce que vous savez que ce sont les chefs cantons d'Abomey qui ont eu à livrer majoritairement des guerres d'esclavage, d'arrachement sur les côtes du golfe de Guinée, notamment au Dahomey. D'accord? Donc, ça nous permet, puisque les colons ont déjà effectué un travail chronologique du règne des chefs cantons, donc à partir de ces chefs cantons, nous imaginons, d'accord, on antidate en quelque sorte l'année de mort, de décès, d'accord, de ces ancêtres. Maintenant, s'ils sont déportés, on nous dit Eirugodon. Eirugodon. Ce langage existe encore chez nous. Le langage Eirugodon veut dire qu'il a été déporté. Il est parti dans un monument commun, il est parti derrière les Atlantiques. Donc, quand vous entendez Eirugodon, il faut savoir qu'il a été déporté. D'accord? Ça nous permet facilement de savoir ceux qui ont été déportés. Mais nous, à un moment donné, on essaie de mettre des astérisques pour indiquer ceux-là qu'on a dit, ils ont succombé au cours de telle bataille. D'accord? La seule difficulté au niveau de la base, c'est que nous sommes incapables de dire, après l'embarquement, tel adepte a succombé au cours du voyage lors de la traversée de l'Atlantique. On ne peut pas le dire aujourd'hui. On ne peut pas le dire. Sauf si les registres de l'Église catholique apparaissent un jour pour dire, pour nous contredire, pour dire, attention, telle personne n'a pas pu traverser, c'est un nom folklorique ici, alors on serait d'accord. Parce que c'est dit que l'Église catholique a joué un rôle prépondérant dans la traite, la déportation des Noirs sur nos côtes. Voilà.